Bonjour à tous, je suis Valérie Faudon, déléguée générale de la SFEN et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un webinaire exceptionnel, Démarrer un EPR, le chargement. L'EPR de Flamanville a débuté le chargement du combustible le 8 mai. Quelles ont été les étapes préalables au chargement? Quel a été le rôle de la SN? Quels ont été les défis pour les équipes sur place? Quelles seront les étapes à venir? Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Bertrand Delépinois, président de la section numéro 4 de la SFEN, Sûreté et Environnement. À toi, Bertrand. Merci beaucoup Valérie. Bonjour à tous. C'est un réel plaisir de marquer cette grande étape du démarrage de Flamanville 3, le premier EPR construit en France, et d'accueillir pour cela Alain Morvan, le directeur du projet Flamanville 3, et Christophe Quintin, l'inspecteur en chef de l'ASN. Chacun va nous raconter, selon ses responsabilités et son point de vue, comment s'est préparé et comment s'est déroulé le chargement. Donc, la première partie de notre webinaire va être consacrée à leurs exposés, à leurs témoignages, et la seconde à une séance de questions-réponses. Alors, pour ça, vous pouvez poser dès maintenant des questions via l'application Slido. Alors, elle est marquée en haut de votre écran par un S avec marqué Slido. On peut poser des questions, on peut aussi apporter ses suffrages à une question déjà posée. Et on commencera par les questions qui ont reçu le plus grand nombre de votes. Pour ceux qui n'auraient pas l'application Slido sur leur écran, ça dépend des versions de Teams que l'on a, le lien vers Slido sera dans la conversation de Teams. En revanche, il ne faut pas poser des questions sur la conversation. Voilà, ça c'est pour l'aspect technique de notre réunion. Et je vais sans plus de transition passer la parole à Alain Morvan. Donc, comment a été préparé, s'est déroulé le chargement? Bonjour Bertrand, bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Pas de problème? Très bien. Ok. Eh ben, peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, avant de présenter quelques slides qui répondront à ta question, je propose peut-être quelques images sur Flamanville. Je pense que certains d'entre vous ne connaissent pas l'EPR de Flamanville, donc je vous propose tout de suite de passer sur quelques images. Voilà, donc
Après ces quelques images, hein, mon exposé sera vraiment centré, je dirais, sur ces dernières années qui nous ont conduit donc, au chargement du réacteur à partir du 8 mai. Bien évidemment, avant d'être en capacité de charger un réacteur, il y a un certain nombre d'étapes à franchir. Donc, la première, déjà, c'est d'avoir des installations qui soient prêtes pour le chargement. Donc, je ne reviendrai pas sur toute la phase, j'allais dire, développement, ingénierie, construction. On est vraiment sur la partie achèvement et essai. Donc, il faut déjà avoir en tête, et c'était un sujet de préoccupation avec l'ASN, M. Quintin on parlera après mon exposé, c'était de réussir à arriver à un état d'achèvement de l'installation satisfaisant, en particulier avec tous les matériels relatifs à la sûreté qui devaient être conformes à l'attendu. Pour avoir un ordre de grandeur du travail réalisé ces derniers mois, ces dernières années, début 2022, c'était plus de 40 000 lignes de reste à faire qu'il fallait traiter sur le site de Flamanville. Alors, ce reste à faire, c'est l'ensemble des activités. Donc, il y a des petites activités, mais aussi des activités significatives, certaines relatives à la sûreté et d'autres non. Mais néanmoins, c'était bien la volumétrie des activités qui étaient à la charge du projet. Autre exemple des preuves qu'il a fallu apporter à l'autorité de sûreté, donc de la conformité de l'installation, c'est sur les matériels qualifiés. Nous avons qualifié aux situations incidentelles et accidentelles. C'est plus de 12 000 matériels sur le PR, qu'il a fallu donc s'assurer que la conformité documentaire et physique sur l'installation était acquise. Donc là également, travail très significatif. Autre exemple du travail réalisé ces derniers mois et ces dernières années pour être en mesure d'avoir l'autorisation de démarrer le PR de Flamanville, c'est les essais de démarrage. Donc, c'est des essais qui ont démarré pour certains il y a plusieurs mois, voire plusieurs années. Néanmoins, il a fallu finalement faire une répétition générale en 2023, au dernier trimestre 2023, pour s'assurer que des critères vérifiés il y a quelques mois ou quelques années n'avaient pas subi de régression. Et donc, c'est plus de 58 000 critères de fonctionnement de l'installation qui ont été testés et donc déclarés conformes avec donc un rapport complet de ces essais de démarrage qui ont été transmis à l'ASN. C'était une condition nécessaire pour pouvoir démarrer. Et on me pose souvent la question, est-ce que la centrale est définitivement testée? Est-ce qu'on a tout vérifié? Donc, on arrive au bout, on a encore 1500 critères à tester, mais lors de la phase de démarrage. Donc, il fallait avoir l'autorisation de démarrer pour ensuite réussir à valider ces derniers critères. Nous avons, donc, je l'ai dit, réalisé l'ensemble des essais d'ensemble au dernier trimestre de 2023. Ensuite, lorsque ces essais ont été finis, l'installation a été vidée, c'est-à-dire que les circuits ont été vidangés pour faire les dernières étapes de contrôle visuel, contrôle endoscopique, nettoyage de toutes les surfaces qui étaient nécessaires, notamment côté circuit primaire. Le couvercle du réacteur, le pressuriseur a été ouvert et on a nettoyé l'ensemble de ces surfaces pour être sûr qu'il n'y ait pas de corps migrants sur l'installation, qu'on soit dans un état de propreté exemplaire. C'est la même chose sur les générateurs de vapeur, partie importante en termes de sûreté, le lien entre la deuxième barrière et puis l'extérieur avec le point sensible, donc des générateurs de vapeur qui ont été donc rincés, nettoyés avec des jets sous pression et des inspections visuelles au travers de petites caméras. Et puis un certain nombre de contrôles non destructifs sur les tubes des générateurs de vapeur également réalisés de manière à s'assurer que cette partie importante pour le démarrage soit entièrement conforme. Et puis, un requis fondamental pour démarrer une installation nucléaire, il faut que l'ensemble des installations nucléaires soient propres. En l'occurrence, les bâtiments. Donc, le bâtiment réacteur, depuis le début de l'année, a été entièrement nettoyé. Donc, vous avez quelques illustrations là, sur la photo de droite, vous l'avez vu également sur le film. Là en l'occurrence, c'est des cordistes qui enlèvent les dernières, j'allais dire, traces de poussière, parce que c'est vraiment de ce niveau-là, sur les murs qui cachent les générateurs de vapeur. Là. Donc, on a fait un nettoyage complet du bâtiment réacteur en commençant du haut jusqu'en bas, de manière à être conforme au référentiel du parc nucléaire en exploitation. Donc, voilà, donc beaucoup d'activités qui se sont réalisées ces derniers mois, ces dernières années, que ce soit en termes de démonstration de la conformité, de tests, mais également de mise en propreté des installations. Donc ça, c'était le premier point important pour avoir le droit de démarrer, donc aller vers le chargement.
Le deuxième point, et M. Quintin insiste souvent sur ce point-là, il y a l'installation, mais il y a des femmes et des hommes qui travaillent sur l'installation. Il faut qu'elle soit prête. Alors, je n'ai pas listé tous les services de la centrale, hein, on est sur le slide 6, mais j'ai donné quelques exemples sur les équipes d'exploitation. J'allais dire, c'est les personnes qui pilotent l'ensemble des installations. Alors, le début du gréement des équipes, on appelle les équipes de conduite, donc l'exploitant a débuté en 2009 avec un simulateur qui est arrivé sur le site de Flamanville dès 2010 et qui a été vraiment un outil indispensable pour la montée en compétence de l'exploitant. Et puis, dès que la salle de commande a été disponible, les équipes de conduite ont pris possession de leurs installations, et en l'occurrence de la salle de commande dès 2016, et avec une organisation en 3-8, donc en continu, 7 jours sur 7, à partir de 2017. Alors, bien évidemment, ça a permis aux équipes, au fur et à mesure où les transferts de matériel étaient réalisés, de s'approprier ces matériels, de compléter leur formation théorique par de la formation sur le terrain, au contact du matériel, notamment lors des phases d'essai. En termes d'heures de formation, hein, c'est bien évidemment progressif à partir du moment où le simulateur a été ouvert, mais vous voyez, ces dernières années, hein, c'est un peu moins de 200 000 heures à 90 000 heures de formation dispensée en 2023 pour l'ensemble des personnels d'exploitation, donc c'est très conséquent. Alors, le webinaire aujourd'hui, on parle du combustible. Là également, les équipes combustibles, ce sont des professionnels qui ont été formés, donc formation théorique et pratique sur simulateur à Châlons, hein, dans un centre dédié à la formation de toutes les personnes qui font des activités autour du combustible. Puis ensuite des formations spécifiques sur les machines de l'EPR et des compléments de formation, hein, lorsque les machines ont été testées. Alors d'abord dans le bâtiment combustible, puis dans le bâtiment réacteur, des formations avec le constructeur pour s'assurer que les différences entre le parc en exploitation et les machines de l'EPR, qui sont un petit peu différentes, soient complètement maîtrisées. Et donc, à l'issue de toutes ces phases de formation, dans des situations, j'allais dire, normales, mais également accidentelles, donc par exemple avec des pertes d'alimentation sur les machines, hein, comment on fait pour remettre un assemblage en position sûre, tout ça, ça a été testé. Ce qui a permis, donc, lors de la première mise en service partielle de Flamanville, d'être en capacité de recevoir le combustible en toute sûreté. Et puis, dans un deuxième temps, lorsque la décision de mise en service a été prononcée par l'autorité de sûreté le 7 mai, les équipes combustibles étaient prêtes et ont pu commencer dès le 8 mai à charger le réacteur de Flamanville, réacteur donc, qui contient 241 assemblages combustibles. Donc c'est un peu plus que sur les autres réacteurs français, mais lié à la puissance et à la taille donc, de l'EPR. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième phase qui est une phase donc, de préparation donc, des équipes. En complément, j'allais dire, pour être prêt à aller vers le chargement du combustible, nous avons également fait une phase assez longue hein, d'entraînement aux règles générales d'exploitation. Alors j'ai l'habitude de dire que c'est un peu le code de la route de l'exploitant nucléaire, hein, c'est toutes les règles qui régissent l'exploitation. Et sur le PR, donc le nombre de chapitres des règles générales d'exploitation à maîtriser est assez important et nécessitait une phase de rodage, d'entraînement à blanc. Donc pendant plusieurs semaines, hein, dès le mois de février, nous avons appliqué ces règles générales d'exploitation en accord avec l'autorité de sûreté, mais sans aucun aspect déclaratif. Hein, c'était vraiment une phase d'entraînement qui a donc permis aux opérateurs et à l'ensemble des personnes travaillant sur la centrale, donc que ce soit l'exploitation, mais également les services de maintenance, de s'approprier ces règles générales d'exploitation qui étaient un petit peu nouvelles pour le PR. Nous avons également ce qu'on appelle les essais périodiques, donc c'est les essais qui seront réalisés tout au long de la vie de la centrale par l'exploitant. Nous allons initialiser ces essais périodiques, donc ce qu'on appelle la première fois où on joue ces essais périodiques de manière officielle, de manière ensuite à déclencher l'horloge qui permettra de programmer ces essais selon la périodicité de manière automatique. Donc l'ensemble des essais périodiques sur le PR, hein, c'est 19 000 critères d'essais qui ont été testés. Alors souvent ces critères sont identiques à ceux que nous avons testés lors du premier démarrage, c'est normal. Et ça permet de s'assurer que la centrale, tout au long de sa vie, reste conforme à l'attendu. Nous avons également
fait une phase importante avant d'être autorisé à démarrer la centrale et de prendre le premier assemblage combustible pour le mettre dans le réacteur. C'est que nous avons mis en place la zone contrôlée, donc la zone nucléaire de Flamanville, hein, qui était non active dans toute la phase de construction et d'essai, mais le jour du chargement, il fallait que cette zone contrôlée soit en service. Donc ça a été fait. Nous avons là également accompagné les personnels EDF et l'ensemble de nos partenaires qui travaillent en zone contrôlée pour s'assurer que toutes les procédures étaient bien comprises et appliquées. Toujours dans les actions à mener pour pouvoir aller vers le démarrage de l'installation, c'est la mise en place de toutes les dernières dispositions sécuritaires en lien avec les services du HFDS, hein, donc du Haut Fonctionnaire à la Défense. Donc là, on est plutôt sur la protection du patrimoine, s'assurer que tous les matériels sécuritaires vis-à-vis d'éventuelles agressions ou intrusions soient conformes au référentiel applicable. Et puis, en parallèle, ou plutôt oui, de manière simultanée, un certain nombre d'inspections qui ont été menées par l'ASN pour vérifier que la préparation de l'exploitation était conforme à l'attendu, de manière à ce que l'ASN, le 7 mai, soit en mesure donc, de prononcer l'autorisation de démarrage. M. Quintin y reviendra. Sur le slide suivant, c'est, je vais dire, une transition ensuite vers la présentation de M. Quintin. Mais moi, ce qui me semble important, hein, ça fait 4 ans que je suis sur le projet de Flamanville. Ce qui m'a vraiment marqué et ce qui m'a semblé absolument indispensable, hein, c'est que le maillage avec l'autorité de sûreté soit fort. Bien évidemment, l'autorité de sûreté locale, hein, la SN de Caen, qui a suivi la construction de Flamanville, je veux dire, du début jusqu'à l'autorisation des marges, mais qui poursuivra bien évidemment le suivi de nos installations tout au long du fonctionnement, mais on a établi, on a renforcé, parce que ça existait déjà, mais je pense qu'on a vraiment renforcé ces dernières années les liens entre la direction de projet, en l'occurrence moi-même et mes équipes, avec toutes les équipes autour de la direction de la SN, donc au niveau corporate, au niveau central. Et puis également un maillage fort entre le COMEX d'EDF et le président de l'ASN, de manière à bien comprendre les exigences de l'ASN et puis à bien les décliner, hein, pour éviter tout malentendu. Et puis un suivi rapproché, hein. Le président de l'ASN est venu 3 fois sur le site de Flamanville ces 4 dernières années, donc on voit que ce maillage était vraiment significatif. Bon, un régime d'inspection soutenu, je laisserai M. Quintin en parler, y compris l'inspection de revue, qui a été un point marquant pour les salariés de Flamanville, parce que la synthèse qui avait été portée par M. Quintin avait vraiment marqué les salariés en se disant bon, on a encore beaucoup de choses à faire, mais on peut y croire, on est sur le bon chemin pour aller vers le démarrage. Et donc c'était en mai 2023, donc le chemin qui nous a amené à l'autorisation en mai 2024 a été très chargé, mais en tout cas, la motivation a été extrêmement forte ces derniers mois pour arriver à cette échéance qu'on attendait tous. Et puis, on a toujours un suivi rapproché de l'ASN sur certaines phases. Hein, donc, lors des essais de requalification d'ensemble, c'était un suivi quotidien. Tous les jours, on avait des points d'échange avec l'autorité de sûreté, mais également des inspections thématiques qui ont lieu de manière très fréquente. On a eu une inspection sur le chargement qui est récent. Aujourd'hui, nous avons une inspection sur une étape à venir dans les prochains jours. En l'occurrence, le passage des 110 degrés sur le père de Flamanville, hein, c'est une étape réglementaire, hein, qui a lieu sur tous les centrales de France et de Navarre, mais ça sera la première fois, cœur chargé, que nous allons franchir les 110 degrés. Donc, nous avons une inspection aujourd'hui sur cette thématique. Voilà, donc je voulais insister sur cette relation à la SN et ça fera le lien donc, avec les propos de M. Quintin. Et puis en termes de perspective sur ce qui nous attend, donc c'est le dernier slide, hein, le slide 11. J'ai le temps de l'avoir à l'écran. Voilà, donc sur le slide 11, alors, je n'ai pas mis de date précise parce que nous sommes sur un planning de démarrage sur lequel nous avons donné une vision générale, mais je veux absolument qu'on travaille en toute qualité et en toute sûreté, donc je ne vous donnerai pas de scoop aujourd'hui, sauf pour les dates qui sont passées, bien évidemment. Donc 7 mai, autorisation de mise en service, du 8 au 15 mai, c'était les opérations de chargement,
qui se sont bien passés. Aujourd'hui, la cuve est donc fermée et nous allons progressivement nous diriger vers le remplissage complet du circuit primaire avec les éventage dynamiques de manière à ce que le circuit primaire soit totalement en eau et nous débuterons donc les opérations ensuite de chauffe et de pressurisation du circuit primaire avec un jalon, donc je l'ai dit, l'autorisation de passage du 110 degrés qui est réglementaire, donc soumis à autorisation de l'autorité de sûreté, pour ensuite aller vers la divergence, hein, qui se fera donc dans quelques semaines, là aussi soumis à autorisation de l'autorité de sûreté. Et lorsque le réacteur sera démarré, donc nous aurons une montée progressive par palier, avec 2 paliers réglementaires soumis à autorisation donc, de l'ASN, c'est le palier 25% et 80%. Et le palier 25% est assez important également d'un point de vue production parce que ça sera la puissance à laquelle nous pourrons connecter l'alternateur donc de Flamanville sur le réseau. Donc ça sera la première connexion de l'EPR de Flamanville sur le réseau français qui est prévu donc à l'été 2024. Également, je ne vous donnerai pas de jour précis, hein. Je tiens à ce que les essais se fassent en toute sérénité sans avoir de préoccupations particulières par rapport à ces dates-là. Et nous voyons donc une arrivée à 100% de puissance pour la fin de l'année, avec les derniers essais significatifs à 100%. Celui qui est très symbolique, c'est l'arrêt d'urgence à 100% qui permet de vérifier que toutes un certain nombre de chaînes de protection, en particulier l'arrêt d'urgence, fonctionnent correctement et que l'installation se comporte tel que prévu. Et ensuite, nous entamerons ou nous prolongerons donc le premier cycle de fonctionnement. Et là, je vous propose juste quelques images sur le changement du réacteur. Et je laisserai ensuite M. Quintin poursuivre la présentation. On l'attendait depuis longtemps, ça y est, l'autorité de sûreté nucléaire nous a donné l'autorisation de mise en exploitation. C'est le sésame qui nous a permis de lancer officiellement le chargement du réacteur. Nous pourrons lancer le passage en APR, c'est-à-dire concrètement le chargement de notre réacteur. Cette opération a été maintes et maintes fois préparée par les équipes, jusqu'au moindre détail. Cette fois-ci, ce n'est plus un exercice. L'ensemble des requis ont été passés une dernière fois en revue, avant de donner les autorisations nécessaires aux équipes pour débuter les opérations de chargement. Ça commence forcément par un briefing opérationnel. On vérifie les procédures, on rappelle les rôles de chacun, on s'assure de ne rien oublier, car une fois lancée, l'opération de chargement ne peut être interrompue. Une équipe de chargement est répartie dans le bâtiment combustible et réacteur. Elle se compose de 2 chefs de chargement qui coordonnent l'activité, d'un responsable du bâtiment combustible qui valide les opérations et de 3 opérateurs qui pilotent l'ensemble des équipements, avec l'appui de nos partenaires industriels. L'activité commence dans le bâtiment combustible. L'opérateur installé au poste de pilotage utilise le pont-perche pour manutentionner le premier assemblage combustible sous eau. Avec beaucoup de sérénité, il remonte l'assemblage dans le mât. Il procède à différents contrôles avant de l'engager dans le dispositif de transfert vers le bâtiment réacteur. Ensuite, l'assemblage est remis en position verticale pour être déplacé au-dessus de la cuve, qui est le cœur du réacteur. Les manipulations sont exécutées au millimètre près. Les équipes les connaissent sur le bout des doigts. L'opérateur descend ce premier assemblage et l'introduit dans une alvéole bien identifiée. Effectivement, les assemblages ont des taux d'enrichissement différents et chacun a un emplacement très précis à respecter. Tout au long de l'intervention, les équipes contactent les opérateurs de la salle de commande pour contrôler les paramètres de sûreté. Cette opération a été répétée consciencieusement 241 fois pour remplir la cuve du réacteur. Une fois le cœur constitué et contrôlé dans sa globalité, nous pouvons dire avec fierté que l'EPR de Flamanville est le 57e réacteur du parc nucléaire français en exploitation. Merci beaucoup, Alain, de nous avoir fait vivre et de nous avoir résumé en quelques minutes des années de travail impliquant des milliers de gens chaque jour sur le site.
Maintenant, Christophe, si on passe du côté de l'ASN, quelle était l'implication de l'autorité de sûreté dans ces étapes et comment est-ce que se sont passées les choses de ton côté? Donc, je vais charger ma présentation, j'espère que vous la voyez. Oui. Donc, je vais vous présenter la dernière ligne droite en fait, des actions de l'ASN. Je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on a fait sur l'EPR, ça serait trop long. Et je vous présenterai également ce qui est prévu dans les mois à venir, en parallèle de ce qui a été présenté par Alain Bormand tout à l'heure. Donc, avant la mise en service, en fait, le travail qui a été conduit par l'ASN avait deux volets. Un volet qui était relatif, qui était, on va dire, administratif, hein, donc instruction du dossier sûreté, et puis une partie contrôle terrain. Donc, la partie sûreté avait deux volets, hein, donc, qui étaient l'instruction de l'autorisation de mise en service et puis le contrôle de l'aptitude au démarrage. Donc, concernant l'instruction proprement dite des volets sûreté, tout a été traité pendant les dernières années d'instruction. Et donc, on n'avait plus que en fait, un seul dossier à traiter, qui était en fait les retours de l'enquête publique, enfin, pas de l'enquête publique, mais de la consultation publique obligatoire, hein, qui a fait pas mal jaser, mais bon, elle est obligatoire, donc on l'a faite, qui était une consultation sur notre autorisation de mise en service. Donc ça, c'était le dernier point qui restait d'un point de vue sûreté. Et puis, il restait un volet assez lourd concernant la réglementation des équipements sous pression nucléaire, donc qui est la délivrance de l'attestation de conformité. Et on a eu pas mal de travail à faire jusqu'à la fin concernant l'analyse et le traitement d'irrégularités qui étaient survenues chez des fournisseurs ayant fourni l'EPR. Donc ça, c'était un travail assez lourd qui s'est fini quelques semaines avant la mise en service. Côté inspection, donc cette fois-ci, en dehors de l'instruction des dossiers, il y avait deux axes de contrôle. Donc, il y avait un premier volet qui consistait à contrôler et à s'assurer que les installations rentraient progressivement dans un niveau d'achèvement conforme à l'attendu. Et puis, comme ça a été dit par Alain Bormand tout à l'heure, il y avait un contrôle de la bonne préparation de l'exploitant pour le démarrage. Pour ce qui concerne le contrôle du bon achèvement, donc ça, c'était un travail qui était mené en étroite collaboration avec l'exploitant. Et donc, on suivait le reste à faire quotidiennement. Et dans la dernière ligne droite, donc on a mis en place un dispositif d'inspection qui est celui qu'on met en œuvre pour les inspections pendant les arrêts de réacteurs. Habituellement, quand on fait une inspection, à la fin de la journée, on prépare une lettre de suite qu'on publie sur notre site internet après, et l'exploitant répond. Et pour être plus réactif, en fait, donc soit pour les arrêts de réacteurs, soit là pour le démarrage, en fait, on fait des séries d'inspections, donc sur le terrain. On envoie un mail le soir ou le lendemain matin à l'exploitant pour qu'il réponde aux questions les plus urgentes. Et puis, on fait une lettre balai en fin d'inspection qui résume en fait tous les sujets qui ont été vus pendant l'inspection et qui qui fait apparaître les points qui restent encore à solder. Donc, ça permet d'avoir des relations beaucoup plus réactives avec l'exploitant. Et surtout, ça allège la charge de travail, tant côté ASN que côté exploitant, puisqu'on n'a pas, au lieu d'avoir 15 lettres de suite à traiter, on n'en a qu'une. Voilà. Donc, c'est un mode de travail très intéressant. J'y reviendrai après pour le suivi du démarrage. En ce qui concerne la préparation de l'exploitant à l'installation, au démarrage de l'installation, Alain Morvan en a parlé. Hein, donc, c'est un travail qui a démarré il y a très, très longtemps. Hein. Je me souviens avoir piloté une inspection au tout début des années 2010 sur le thème du transfert des installations à l'exploitant. Pour le coup, EDF a mieux fait que ce que j'avais pu connaître sur les démarrages antérieurs. Hein. J'avais suivi le démarrage de Civaux et de Chaux, de Golfech, pardon. Et là, EDF a beaucoup appris sur ces sujets-là. On a eu un transfert à l'exploitant qui était très bien fait. Donc, une des étapes clés du contrôle, ça a été l'inspection de revue dont a parlé M. Morvan, qui a été organisée en 2023. Et donc, on avait amené sur site une équipe d'inspecteurs aguerris au parc en exploitation. Et l'idée, c'était que ces inspecteurs-là regardent quel était le niveau de préparation des différentes équipes et voir là où il y avait encore des lacunes et des points à traiter. Donc,
ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient bien avancé et qu'il restait en fait pas mal de documentation à écrire, hein. C'est le travail sur lequel l'exploitant s'est attelé après les essais à chaud. Et ensuite, on a fait une inspection de récollement de cette inspection-là en février pour voir ce qui restait à faire. Il restait encore des choses à faire, hein, en février, donc c'était quand même pas un long fleuve tranquille. Et donc, on est revenu encore une fois juste avant le démarrage pour s'assurer que tout était rentré dans l'ordre. Et enfin, la division de camp a fait un suivi très rapproché avec une présence terrain quasi quotidienne pour s'assurer que tous les points bloquants qu'on avait pu identifier étaient levés progressivement, hein, ce qui nous a permis à la fin de donner un go pour l'autorisation de divergence côté contrôle. L'autorisation de chargement, pardon. Donc maintenant, je vais vous parler de ce que l'on va faire ce qu'on a commencé à faire d'ailleurs dans le cadre de la préparation à la divergence. Donc on a à la fois un volet instruction, encore une fois, et un volet inspection-contrôle. Donc l'instruction portera en fait principalement sur le résultat des essais de démarrage qui vont être réalisés par EDF. Donc il y a tout un travail d'analyse. Et puis, il y a des dossiers qui doivent être fournis par EDF aux points clés qui ont été fixés par l'ASN. Donc, c'est le passage au-delà de 25% de puissance et le passage au-delà de 80%. Donc, on fera une analyse de ces dossiers. Et puis, d'ores et déjà, on a commencé à travailler sur un travail assez long qui concerne les modifications qui seront implantées lors de la première visite qui aura lieu en 2025. Donc, il y a pas mal de modifications prévues. Donc, il y a un travail d'instruction assez lourd pour valider ces modifications. Et par ailleurs, on a un travail, mais comme sur le reste du parc, d'instruction des événements significatifs pour la sûreté qui sont déclarés par EDF. Donc, il y a plusieurs étapes qui requièrent un accord. Alors, on a parlé tout à l'heure d'accord pour le passage à 110 degrés. Formellement, ce n'est pas un accord, hein, c'est une non-objection. Donc, l'exploitant nous dit « je vais passer 110 degrés » et si on n'a pas d'objection, on laisse l'exploitant faire ce passage à 110 degrés, c'est-à-dire démarrer, mettre en service sous pression l'équipement. Donc, il y a une inspection aujourd'hui qui va permettre de s'assurer qu'il n'y a pas de problème sur le sujet. Ensuite, il y a une vraie autorisation, cette fois-ci, c'est l'autorisation de divergence, donc, qui sera traitée comme sur le reste du parc. Je n'identifie pas de point particulier à ce jour. Et puis, donc, on aura des autorisations de passage vraiment particulières pour ce premier démarrage, qui sont le passage au-delà de 25% de puissance et le passage au-delà de 80% de puissance, avec à la clé des dossiers remis par EDF traitant des conclusions des essais qui ont été réalisés avant ces paliers de puissance. Pour ce qui concerne les inspections, donc on va avoir deux types d'inspections. Donc, on va avoir des inspections qui sont vraiment liées au démarrage, avec des inspections qui seront soit inopinées, soit annoncées, liées aux phases clés du démarrage, donc des grands transitoires, des essais spécifiques sur lesquels on a un intérêt particulier. On a encore des options à prendre. Je n'ai pas prises, je pense qu'on les prendra au niveau. Notamment, il y a une tradition sur le parc existant qui était que l'ASN ne faisait pas d'inspection pendant la première divergence. On se pose la question de changer le cours de l'histoire quelque part. Et donc, on se demande si c'est pertinent d'aller faire une inspection pendant la première divergence, sachant que ça a un intérêt, c'est qu'on est là. C'est un gros désavantage, c'est que ça perturbe les gens qui sont en salle de commande, qui ont besoin de sérénité. Donc, c'est une décision qu'on prendra probablement en discutant avec EDF. Et ensuite, donc au-delà des inspections propres au démarrage, on aura le début du système d'inspection classique sur tous les réacteurs en exploitation. Et donc, on va commencer à travailler sur des thèmes variés, type incendie, environnement. Un sujet qui va nous intéresser, parce que c'est le début de l'exploitation, c'est ce qu'on appelle la comptabilisation des situations. Donc, c'est tous les transitoires qui sont vécus par la chaudière nucléaire doivent faire l'objet d'une analyse. Donc, c'est prévu par la réglementation. Et donc, c'est un sujet assez complexe, mais qui est très important pour nous. On regardera dès cette année. Voilà ce que je peux vous dire sur les premières phases de démarrage et le travail de l'ASN pour suivre ce beau démarrage. Merci beaucoup, Christophe, de
cette vision très, très claire et très concrète au plus près du terrain de l'ASN concernant le démarrage. Alors, il y a une question, une de celles qui reçoit le plus de suffrages est celle à laquelle tu as dit, Alain, que tu ne répondrais pas. D'ailleurs, depuis que tu as dit que tu n'y répondrais pas, d'autres suffrages se sont ajoutés. La question, c'est à quelle date est prévue la première divergence et le raccordement au réseau? Si je comprends bien, si on raisonne en termes d'horizon plutôt que de date, Oui. Divergence quelques semaines, couplage au réseau à 25% de puissance cet été, c'est quelque chose ça, comme ça? la divergence, on le voit dans quelques semaines, on va dire courant juillet. Et puis le couplage, on a toujours communiqué en externe en précisant que ça serait cet été. Et on ne souhaite pas préciser le jour exact parce qu'encore une fois, nous sommes sur le démarrage d'une tranche, je vais dire neuve, avec des essais qu'il convient de réaliser avec la plus grande rigueur. Donc, la priorité, c'est bien ça, c'est sûreté, qualité, dérouler notre programme d'essai pour s'assurer que le PR est apte pour le service. Donc, voilà un peu les perspectives. Donc, merci beaucoup de ne pas se mettre de pression sur un jalon calendaire. Tout à fait. Sur une date. Et question un peu dans la ligne, est-ce que les étapes du démarrage de l'EPR, la façon de conduire et la divergence, les montées en puissance, les essais sont globalement similaires à celles des autres REP que l'on a connues, ou est-ce qu'il y a des différences importantes? Oui, non, c'est sensiblement la même chose. Hein. Nous avons des procédures de démarrage, on appelle des procédures DEM, qui sont identiques à celles du parc. Et dans ces procédures, mes équipes sont venues insérer les essais de démarrage. Pardon. Donc nous avons des procédures DEM adaptées au démarrage de Flamanville, mais ni plus ni moins pour placer les essais au bon endroit. Sinon, c'est la même stratégie de démarrage entre un 1300 et un 1450 ou le PR, c'est la même chose, c'est la même logique. Merci. Donc le PR est un REP. Alors, une question qui remonte peut-être assez loin dans le passé, je ne sais pas si l'un ou l'autre peut répondre. Finalement, Flamanville 3 et Taishan sont les mêmes réacteurs. Ils n'ont pas tout à fait la même puissance. La puissance de Taishan est plus importante que celle de Flamanville 3, alors même que Flamanville 3 a une source froide plus fraîche. D'où vient cette différence? Alors, en termes de DAC, donc finalement, le dossier qu'on a déposé auprès de l'autorité de sûreté, nous avons défini une puissance thermique maximale du réacteur qui est plus basse que celle de Taishan. Donc, notre engagement, c'est d'être conforme à notre dossier déclaratif déposé au moment de la construction de Flamanville, avec pour un objectif de sortir, on me pose souvent la question, combien de mégawatts électriques nous délivrerons à la fin. Donc là, je ne pourrais le dire que lorsque nous aurons fini les essais et réglé complètement le poste d'eau. Mais on s'attend à avoir une puissance électrique de l'ordre de 1600 mégawatts électriques pour une puissance thermique de 4300 mégawatts thermiques le niveau du réacteur. Et c'est conforme au DAC. Donc, on me pose souvent la question, cette différence, elle vient de quoi? Effectivement, c'est des exigences mises par l'exploitant et validées par l'autorité de sûreté chinoise qui sont différentes de ce qui a été déposé en France pour le PR de Flamanville. Et la question qu'on me pose parfois, c'est est-ce qu'on pourra un jour atteindre la puissance des Chinois? C'est des études de sûreté complémentaires, c'est une modification, mais en tout cas, au démarrage, nous sommes conformes à ce qui avait été défini dans les études de sûreté pour le PR de Flamanville. Oui, et c'est défini en fonction des marges des études de sûreté que l'on s'impose. Il peut y avoir des petites différences entre les pays dans la façon de faire. Alors, on est en train de démarrer, mais le premier arrêt suscite déjà des questions. Quand est-ce qu'il y aura le premier arrêt? Quand est-il programmé et pour combien de temps? Alors, le premier arrêt, il interviendra après un taux d'usure du combustible qui a été défini et qui sera fixe, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de prolongation de cycle sur le premier cycle de fonctionnement de l'EPR de Flamanville, où la durée du cycle est de 385 GEP. Alors, c'est un langage un peu technique, un jour équivalent en pleine puissance.
Donc la phase d'essai, bien évidemment, le réacteur va démarrer à puissance faible et monter progressivement. Donc cette phase d'essai va consommer un certain nombre de jours équivalents pleine puissance. Et lorsque les essais seront finis, donc quelque part à la fin de l'année, le réacteur sera ensuite placé à pleine puissance, 100% de puissance, jusqu'à l'usure du combustible tel que défini dans les documents donc, du premier cycle, donc jusqu'à consommer les 385 GEP, ce qui nous conduira à un arrêt qui est vu aujourd'hui. Alors, je ne vous donnerai pas de date précise non plus, parce que ça dépendra du programme d'essai, comment il va se dérouler, mais un arrêt qu'on voit donc fin 2025, et un arrêt qui sera réalisé majoritairement en 2026. En s'arrêtant fin 2025, on voit bien que c'est un arrêt qui sera sur 2026. Merci à Alain. Et un peu dans la même ligne, bon, le couvercle de la cuve a fait un peu parler de lui. Il est prévu de le remplacer. La question est sur le point de savoir pourquoi finalement on démarre avant de le remplacer plutôt que d'attendre le premier arrêt pour le remplacer. Et voilà, donc il y aura deux couvercles qui vont être utilisés sur la cuve et donc soumis à l'irradiation ou à la contamination. D'accord. Donc le couvercle de remplacement, c'est un engagement pris par EDF de remplacer ce couvercle lors du premier arrêt de tranche. Nous avons clairement fait une demande à l'autorité de sûreté pour pouvoir faire un cycle complet. Je viens de parler de la durée du cycle de 385 GEP. L'autorisation initiale était un fonctionnement avec le premier couvercle jusqu'à fin 2024, parce que c'était la durée estimée à l'époque lors de cette décision du temps de fabrication d'un couvercle neuf. Il se trouve que le couvercle de Flamanville, donc, qui est en cours de fabrication, je suis déjà allé le voir à 3 reprises à Châlons, est en achèvement. Donc il y a l'aspect fabrication et l'aspect réglementaire qui doivent être complets pour qu'on ait un couvercle conforme aux exigences de sûreté avec son attestation de conformité. Donc c'est ce qui est en cours, avec une mise à disposition de ce couvercle qui est vue sur le deuxième semestre 2024. Lorsqu'il sera transporté et livré à Flamanville, l'histoire ne s'arrête pas. Il y a toute une phase de préparation du couvercle qui est de 3 à 4 mois. Ce qui fait que le couvercle de Flamanville pour une utilisation ou pour une introduction dans le bâtiment réacteur n'est pas disponible avant le début de l'année 2025. Donc avec un planning de démarrage qui a nécessité, ça a été dit dans l'exposé, mais également dans l'exposé de M. Quintin, un certain nombre de contrôles pour arriver à une autorisation. Donc le 7 mai 2024, la position d'EDF est je pense qu'on est tous convaincus, le besoin de production d'énergie pour la France faisait que nous n'allions pas attendre plusieurs mois que le couvercle soit disponible avant de démarrer, sachant que ce couvercle qui ne fera qu'un cycle, donc qui sera changé en 2026, sera donc un couvercle faiblement irradié. Sur un premier cycle de fonctionnement, l'irradiation du couvercle sera faible. Et on respectera donc l'autorisation qui a été délivrée à EDF, l'utilisation de ce couvercle sur un cycle, en ayant produit quelque part une douzaine de térawattheures avant de faire le premier arrêt de tranche donc en 2026. Côté autorité de sûreté, donc il y a 2 sujets. Le premier, c'est que on a été saisi par EDF d'une demande d'autorisation de démarrage. Et nous, ce qu'on doit regarder, c'est l'état de sûreté de l'installation quand elle démarre. Et on n'a pas à dire, non, vous démarrez trop tôt si les installations sont prêtes. Donc là, effectivement, le couvercle n'est pas prêt. Et l'engagement, la décision, c'était remplacement fin 2024. Donc on n'avait aucune légitimité à dire non, vous démarrez pas, vous attendez encore 3 mois pour que le nouveau couvercle soit prêt. Deuxièmement, après, la question s'est posée, est-ce qu'on arrête en cours de cycle pour remplacer le couvercle? Là, on a fait une analyse coût-avantage. Et notre conviction, c'est qu'en fait, imposer un arrêt en milieu de cycle pour remplacer le couvercle avait beaucoup de désavantages, y compris d'un point de vue sûreté, par rapport à
à laisser EDF finir le cycle et remplacer le couvercle durant l'arrêt, le premier arrêt qui sera très long et qui permettra de faire des choses dans l'ordre et calmement. Merci beaucoup de ces réponses très, très circonstanciées. Et une question assez générale qui porte sur les procédures, alors j'imagine d'autorisation du démarrage et puis les procédures de démarrage. Est-ce que les choses sont semblables entre la Chine, la Finlande et la France, ou est-ce qu'il y a un process plus exigeant en France, vu de vos deux fenêtres? L'autorité de sûreté ou de l'exploitant? Moi, je n'ai aucune vision des procédures qui sont à l'étranger, hein. Donc, nos procédures, en fait, elles ont, pour le coup, ça fait 30 ans que je suis dans le nucléaire, je ne les ai pas vues beaucoup évoluer, hein, c'est toujours les mêmes, mais il y a quand même des choses qui sont propres à la France, très certainement. Bah, on a parlé de la non-objection au passage à 110 degrés, c'est la culture française, équipement sous pression, pas nucléaire d'ailleurs, hein, ça existait ailleurs avant. Et ça n'a certainement pas existé en Chine, je pense. Et vu Voilà. de l'exploitant? Ben, c'est une réponse un peu similaire, hein. J'ai une carrière assez longue dans le nucléaire, aussi bien l'exploitation, dans la mise en route de sous-marins nucléaires, mais je n'ai pas démarré de réacteur à l'étranger, réacteur civil, donc je ne suis pas trop capable de me prononcer sur les procédures d'exploitation et surtout sur cette relation sur laquelle j'ai insisté tout à l'heure avec l'autorité de sûreté qui est fondamentale en France, qui existe aussi à l'étranger, mais je ne sais pas la qualifier. Donc. Et peut-être un tout petit apport pour ce qui est de l'instruction des dossiers techniques. En fait, ce que l'on voit, c'est bon, les autorités de sûreté sont toutes exigeantes et rigoureuses. Et les sujets, l'intensité selon les sujets peut être un peu variable. Voilà, l'importance à accorder lors de la hiérarchie dans les sujets, hein, et le temps passé et la profondeur d'analyse peut varier suivant les sujets, suivant le pays. Pas exigence homogène. Oui, c'est là que je trouve la différence très souvent. Après, on a des différences. On a beaucoup parlé quand il y a eu le problème des soudures sur le circuit secondaire, hein, de l'exclusion de rupture. C'est un concept qui n'est pas utilisé par tous les pays. Et donc, ça conduit à des positions qui sont pas forcément des positions techniques, hein, d'ailleurs, qui sont parfois proches de positions religieuses, hein, sur ces sujets-là. On a beaucoup de gens j'ai eu des échanges par mail avec des gens qui ne comprenaient pas notre position sur le remplacement de ces soudures. Mais donc, on a des enjeux liés à la façon dont on aborde les dossiers, effectivement, comme tu le dis, qui sont différentes d'un pays à l'autre. Alors, justement, en comparaison entre les pays, comment a été pris en compte le REX de Taishan sur le combustible et celui d'Olkiluoto 3 sur la turbine? C'est plus facile de commencer par la turbine. La turbine, c'est assez simple. Parce que la turbine de Kyoto n'est pas du même constructeur, hein. Nous sommes sur une turbine, j'allais dire, Genèse Alstom. On parle d'une turbine General Electric, mais c'est la turbine Arabelle qu'on connaît bien en France. C'est une évolution de la turbine Arabelle, hein, donc. Et puis, elle fonctionne sur Taishan. Là aussi, on a du retour d'expérience. Sur la Finlande, nous sommes sur une turbine Siemens. Effectivement, ils ont eu un certain nombre d'aléas. C'est vrai que ça a été pris en compte, même si ce n'est pas la même turbine. Nos experts du CNEP se sont attachés vraiment à capitaliser ce retour d'expérience. C'est toujours intéressant pour notre culture technique. Ensuite, sur le combustible de Taishan, il y a eu plusieurs retours d'expérience, hein, finalement, qui ont été pris en compte, hein. Le premier retour d'expérience qui est apparu assez tôt, c'était un phénomène de fluctuation du flux neutronique vu sur les chaînes de surveillance du cœur. Phénomène qui existe sur les réacteurs en France, mais d'amplitude plus faible. Nous avons fait des essais, ça fait partie de notre démonstration de sûreté apportée à l'autorité de sûreté sur le démarrage d'un réacteur 1450 à Civaux, où on voit que les lames d'eau qui circulent à l'intérieur du cœur, donc entre les assemblages, peuvent varier
Et donc, cette dynamique, ce mouvement des assemblages génère des fluctuations neutroniques. Donc, là, nous avons analysé complètement ce phénomène. Les causes sont comprises et les propositions faites par Framatome et EDF ont été présentées à l'IRSN et à l'ASN, ont conduit à un avis de l'IRSN et à un accord sur les propositions donc, faites par EDF et par Framatome. Donc, ce sujet-là, pour le démarrage de Flamanville, est traité. On a eu un deuxième phénomène sur Taishan, donc de dégradation du combustible. Alors, je ne vais peut-être pas refaire tout le film des causes de la dégradation du combustible sur Taishan 1. Bon, une des parades proposées par EDF pour s'affranchir totalement de ce phénomène-là, solution qui existait sur le combustible utilisé sur certaines centrales réacteurs en France, mais qui n'avait pas été implanté sur le PR de Flamanville. Donc, c'est des grilles modifiées sur lesquelles, donc les grilles, c'est ce qui tient les crayons du combustible. Donc, nous avons réalisé un traitement thermique spécifique sur les grilles donc, des 64 assemblages qui sont situés en périphérie sur le cœur de Flamanville. Donc, ça a nécessité finalement de refabriquer une série d'assemblages avec ces grilles modifiées, ces grilles traitées thermiquement pour s'affranchir de tout risque de rupture des ressorts qui maintiennent les crayons du combustible en cas de sous-exposition neutronique, parce que c'était bien ça le phénomène sur Taishan, qui a conduit donc à une rupture donc, des ressorts des grilles, notamment des grilles situées plutôt dans la position basse des assemblages et avec des morceaux de grilles ensuite qui, pendant tout un cycle, sont à l'intérieur des assemblages et dégradent les crayons. Donc sur Flamanville, là aussi, tout un dossier a été présenté par le constructeur et par EDF à l'autorité de sûreté et à son appui, donc l'IRSN, avec des conclusions qui ont été remises et la solution proposée par EDF et Framatome acceptée. Donc les assemblages modifiés ont été bien évidemment installés dans le cœur, donc qui est actuellement en démarrage. Et puis le troisième phénomène, ça fait... Oui, pardon. Alors, ce que je voulais dire, c'est que d'un point de vue posture de l'autorité de sûreté et de l'IRSN, c'est important de bien comprendre qu'effectivement, le retour d'expérience est quelque chose de fondamental. Et donc, dès qu'il se passe quelque chose sur un réacteur similaire à l'étranger, c'est mouliné, c'est analysé. On attend une réponse concrète d'EDF. Et tant qu'on n'est pas d'accord, le dossier n'avance pas, quoi. Donc, tout ce retour d'expérience est traité et on a eu des réponses qui nous satisfaisaient pour pouvoir donner l'autorisation de démarrage. Le troisième phénomène observé à Taishan, donc c'est un problème de corrosion des gaines du combustible, un phénomène qu'on connaît sur le parc nucléaire français avec des évolutions du combustible qui ont été faites au fil du temps avec des gaines particulières, des gaines M5 et puis avec un suivi très particulier des composants donc, de cet alliage qui nous permet de détecter les coulées de gaines satisfaisantes ou pas satisfaisantes. Et il se trouve que sur Taishan, nous avons détecté donc, des faiblesses sur ces gaines du combustible, sachant qu'à chaque arrêt tranche, les assemblages sont, j'allais dire, scrutés visuellement. Ça permet de détecter toute trace d'oxydation. Et puis, des mesures sont réalisées donc, par de l'instrumentation spécifique dans le bâtiment combustible pour mesurer le taux d'oxydation. Et là, on a des critères qui sont maintenant, je veux dire, dans la littérature, présentés à l'autorité de sûreté. Donc, finalement, pour le démarrage de Flamanville, il n'y a pas de difficulté en termes de sûreté. Le combustible est neuf. On sait que sur le premier cycle, il n'y aura pas de problème de corrosion. Et sur le premier déchargement, l'ensemble de ces assemblages seront scrutés, analysés, et à la moindre trace de corrosion, des mesures seront faites pour voir si les assemblages peuvent être rechargés ou pas. Donc, en termes de sûreté, la démonstration était assez facile et a été validée par l'autorité de sûreté lorsque nous avons présenté l'ensemble de nos dossiers. Et encore une fois, sur ces histoires d'oxydation du combustible, nous avons déjà de l'expérience acquise, un retour d'expérience en France et à l'étranger sur ces phénomènes. Et du point de vue technique aussi, un point il a été montré que l'oxydation de ces graines n'entraînait pas leur hydruration, qui serait le phénomène le plus fragilisant pour les gaines. Donc il ne s'agit plus que de contrôler
l'épaisseur d'oxyde. Ça, c'est du point de vue mécanique, ce qui est plus simple. Ça, c'était pour la partie technique. Concernant toujours la comparaison avec les autres EPR, une question est de savoir si le simulateur de l'EPR de Flamanville 3 est similaire aux autres EPR. Et autrement dit, est-ce qu'il y a des spécificités de l'EPR de Flamanville par rapport à ceux de Taishan et de Loto? La structure du simulateur est identique. Par contre, le simulateur est conforme au réalisé. Donc, moi, je m'attache, comme secrétaire qui... Ouais, presque conforme. La cible, c'est comme ça, c'est d'avoir des versions de simulateurs, notamment celles qui nous permettent de valider nos procédures d'essai. Et dans cette phase de démarrage, toutes les procédures d'essai ont été répétées sur simulateur. Et on s'est vraiment attaché à ce que la version du simulateur qui nous permet de tester et de former nos opérateurs soit, c'est-à-dire identique au réalisé, ou en tout cas le plus proche possible du réalisé. Donc, pas forcément identique à OL3 ou à Taishan, ça c'est sûr, et le plus proche possible du réalisé. Sachant qu'on a plusieurs simulateurs. On a un simulateur pleine échelle sur le site de Flamanville, on en a un également au niveau de l'ingénierie, puis on a des simulateurs plus réduits, mais qui permettent d'entraîner les équipes. Mais celui qui est vraiment important, c'est celui qui sert de référence pour l'entraînement des équipes et valider les procédures d'essai. Notamment, là, on a beaucoup testé les procédures d'essai entre le primaire et le secondaire pour s'assurer que la vision des essais réalisés par General Electric était bien cohérente de ce qui était attendu sur la chaufferie. Ouais, j'ai réagi parce que c'est un sujet qui m'a énervé de temps en temps. On a fait des inspections sur simulateur et c'est vrai que l'état technique du simulateur n'est pas tout à fait le même que celui de l'EPR, de l'installation réelle. Par contre, ça n'a pas d'impact sur les activités quotidiennes. Hein. Donc, mais il y a quand même des différences. Donc, il faudra effectivement dans le temps gommer de façon à ce qu'on ait un simulateur qui soit vraiment le plus proche possible de l'installation réelle. Et puisque tu as la parole, il y avait une question pour toi. Pour l'ASN, dans les prochains temps, dans les prochains mois, quels sont les principaux sujets d'attention ou de préoccupation? C'est clair, on l'a dit, là, c'est l'analyse des résultats des essais de démarrage. S'assurer que tous ces essais sont conformes à l'attendu, et puis de pouvoir valider le passage des 2 jalons essentiels. Sur l'autorisation de divergence en elle-même, aujourd'hui, j'ai pas de point sensible en tête. Donc, après, on verra en fonction des résultats de ces essais si on peut autoriser le passage à 25% et à 80%. Et puis le gros du travail, c'est les modifications en VC1. Il y a énormément de travail à faire là-dessus. Merci beaucoup. Il reste quelques questions, mais nous arrivons au bout de notre heure. Il va falloir rendre l'antenne. Un grand merci à tous les deux et bravo aux équipes de Flamanville 3 pour le chargement. Ce webinaire se passera en replay sur la chaîne YouTube de la SFEN. Ça permettra notamment à ceux qui n'ont, je crois, pas pu voir les vidéos aujourd'hui par des problèmes de Teams de les revoir. Et puis pour l'avenir, dans les prochaines semaines ou prochains mois, donc après la divergence, nous organiserons un nouveau webinaire qui sera de ce même type, qui sera consacré à la divergence. Voilà, nous étions très nombreux aujourd'hui, près d'un millier. Un grand merci. Et on souhaite le meilleur à Flamanville 3 dans les opérations de démarrage, de divergence, d'essai et de montée en puissance. Et à bientôt sur les ondes de la SFEN pour parler de la divergence. Merci. Voilà. Un grand merci. Merci beaucoup. À tous et bon après-midi. Bonne journée. Au revoir.